Salut l'équipe, jusqu'où le rêve est-il possible? C'est aujourd'hui la question que les joueurs du Jazz sont en droit de se poser. Après tout, Aladdin, le cloche-pipe d'Agraba, a bien réussi à gérer Princesse Jasmine en Sarwell et sur un tapis volant. Pas sûr que le Jazz rêve de bleu, mais plutôt de titre, et avec le meilleur bilan actuel en NBA, ce n'est pas moi qui vais leur en vouloir. C'est sûr que le Jazz champion NBA, on n'a pas forcément envie de faire all-in dessus. Et pourtant, n'en déplaise à Shaquille O'Neal, Utah est prêt à franchir un nouveau cap. Historiquement austère dans le jeu, le Jazz a laissé son style classique pour devenir beaucoup plus bebop. Et oui, ça bounce à Salt Lake City cette saison et tous les rêves sont donc permis. Et puis entre nous les gars, comment obtenir quelque chose de grand si l'on s'interdit d'y rêver le soir seul dans son lit? Et oui, on a tous besoin de rêver de l'impossible. Alors, joueurs, fans du Jazz, rêvez, rêvez fort, rêvez plus grand même. Au pire, on se réveille avec la larme à l'œil, mais on n'en meurt pas. Demandez au PSG. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show et cette semaine l'émission est entièrement dédiée à Yacine. Il aimait le basket, il en était passionné et cette semaine Yacine nous a quittés. Alors je l'ai connu tout petit, je sais qu'il nous regardait chaque semaine. Alors aujourd'hui, cette semaine, on lui dédie entièrement cette émission. J'ai aussi une pensée émue pour Jérémy Salima, ses parents. Je pense fort à vous, je vous embrasse dans cette épreuve très compliquée. Il n'y a pas de réelle bonne transition pour ce genre de choses, mais le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre, c'est de faire une belle émission. Et pour m'accompagner dans cette tâche cette semaine, j'ai avec moi Kevin Séraphin et son enfant qui sont venus avec moi. Merci Kevin d'avoir mis ton petit, c'est bien de mettre ses enfants en avant comme ça. Comment ça va les gars? Ça va très très bien. Alors je dis ça parce que la dernière fois où tu es venu, je m'en étais pas rendu compte. Je m'en étais pas rendu compte. Moi non plus. Hein. Mais en re-regardant la vidéo, j'ai l'impression qu'il y avait Kevin Séraphin et à côté, il y avait un enfant de 8 ans. Ouais. Je crois que c'était un stagiaire de 3e et ce qui était bizarre, c'est que c'était moi. Ça ne m'arrive jamais dans la vie, tu sais, d'être comme ça. Mais finalement, regarde, t'as perdu un peu de poids, moi j'en ai pris un peu, je suis prêt pour la bagarre. Je pense qu'on a... On a rééquilibré les forces. On a rééquilibré les forces, tant mieux. Alors cette semaine, au programme pour ce 113e First Day Show, avec Kevin qui est venu pour la deuxième fois de l'année, on va parler, on aura quelques news, on aura un grand débat, et c'est bien que tu sois là, et on l'a fait exprès sur quel est le meilleur pivot NBA. Vous le voyez sur la photo, ça va forcément se jouer entre Embiid et Jokic. On fera un focus sur le Jazz, qui n'a ni plus ni moins que gagné ses 17 derniers matchs, 17 sur les 18 derniers matchs, et on finira évidemment avec le quiz. Je ne sais plus qui c'est qui avait gagné la dernière fois sur le quiz. Moi je sais, moi. Ça serait bien qu'on le botte aujourd'hui, Kevin. Ça serait bien qu'on le botte. Ce sera la bagarre. D'ailleurs, superbe image de Tom avec Ibaka et le frère Lopez. Et puis il faudrait qu'il arrête de faire le quiz. Voilà. Ouais, peut-être. La bagarre. Mais avant de parler bagarre et NBA, on va parler cinéma un petit peu, parce que cette semaine, on a eu la chance de recevoir un joli cadeau de la part de notre ami Tales from the Click. Tout à fait, JB qui nous a envoyé son premier livre publié chez Michel Lafon, 100 films sans histoire, en fonction de ses goûts. Donc c'est pas les 100 meilleurs films de tous les temps. Ça berce toute sa vie, lui, l'amoureux du ciné. Donc on vous le conseille. On se fait des petits quiz, nous, depuis toujours avec JB sur le ciné, mais surtout sur les anciens joueurs de Ligue 1 en foot. Et on va pas se mentir, il est très fort. Très bonne mémoire. Très bonne mémoire sur les vieux gars des années 80-90 qu'on adore tous. Les Reynal Pedros, entre autres, ou d'autres joueurs comme ça. Je sais plus où je vais. Donc voilà, on vous le conseille en tout cas. Et on embrasse JB parce que c'est le meilleur sur le ciné en France. T'es branché ciné, Kevin, toi? Ça va. Je commence vraiment à m'y mettre, donc oui, ça va. Eh ben écoute, c'est pour s'y mettre, regarde. il n'y a rien de mieux que... Il y a plein de films que tu n'auras pas vus et il y aura plein de films surtout à voir pour continuer à progresser dans ta culture ciné. Merci. Voilà, on a fait le tour de tout, on est quand même là pour parler de NBA. Allez, c'est parti avec les news. Et la première news, Thomas, c'est qu'on est sur les réseaux sociaux. Oui, absolument. Alors, c'est pas une news, c'est juste l'idée de vous raconter un peu ce qu'on est en train de développer avec Jérémy qui nous a rejoint en cette année 2021. On essaie de développer un maximum de contenus différents sur les différents, justement, réseaux sociaux. Donc, par exemple, sur Instagram, ça va être beaucoup d'Inside. Donc, tous les jeudis, avant le First Day Show, on va se faire un petit live avec les invités qu'on va mettre en avant, dont Kevin, qui a plein de choses à raconter. Vous pourrez lui poser des questions.
On a évidemment sur Facebook des petits contenus originaux, donc pourquoi pas nos 5 du All-Star Game et autres petites questions, ou par exemple nos meilleurs souvenirs de Kobe avec ton téléphone qui vient de sonner, Kevin. Et puis Twitter pour les news, c'est le tien, ouais. Ah, et puis YouTube comme toujours, et évidemment Twitch pour un maximum de live. Donc n'hésitez Thomas pas Balance, hein. à nous suivre. D'Angelo Russell. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à nos différents canaux. Très bien, on commence avec les vraies news basket cette fois-ci, avec des retours. On commence avec le retour de Derrick Rose à New York. J'ai été, je sais pas vous, mais moi j'ai plutôt été assez surpris. Il a fait son premier match, il a été plutôt bon, 14 points il me semble, Tout à fait. en une petite vingtaine de minutes, 5 sur 9 au tir. C'est bien dans cette équipe-là pour encadrer les jeunes, notamment sur le poste de meneur, avec notamment, on pense à Emmanuel Quickley. Vous avez été surpris de voir le retour de D-Rose à New York, Kevin? Ben, pas vraiment. Pour moi, pas vraiment, parce que je crois que c'est un différent. Ils ont un peu changé le front office, donc du coup, c'est pas vraiment ça. C'est vrai que j'ai fait, oh waouh, ils retournent là-bas en fait, mais. Ou ça s'était très mal passé, hein? Ou ça, c'était, oui. La première fois. Après, ils ont changé, encore une fois, le front office a changé, donc à partir du moment où tu changes de staff, après, c'est différent en fait. Tom, on n'entendait pas plutôt Derrick Rose transférer cette saison, on l'attendait, mais plus chez un contender, voire un favori au titre. Bah, faut mettre un truc en avant, hein, sa relation avec Tom Thibodeau. Il y va pour retrouver son père spirituel. On rappelle qu'ils ont donc gagné. Il a gagné le trophée de MVP coaché par Thibodeau. On se rappelle de lui à Minnesota, encore une fois coaché par Thibodeau. Ils ont une vraie affiliation. Voilà, regarde, cette synergie qu'il y a entre nous, je ne peux pas l'expliquer. Nous formons un drôle de couple. Voilà, ils ont un vrai truc ensemble. Maintenant, ça posait des questions sur le rôle qu'il allait avoir. Est-ce qu'il allait être dans le 5 majeur titulaire, par exemple, à la place d'Efric Payton, qui fait une bonne saison? Non, il vient clairement pour prendre la place d'Austin Rivers. Donc, dans un rôle d'arrière combo scoreur, à côté de Quickley. D'ailleurs, le premier match, ils ont joué tous les deux ensemble, avec 20 minutes de temps de jeu chacun. Donc, voilà, il y avait quelques questions qui se posaient. En fait, la réalité, c'est qu'Austin Rivers est plutôt sur le départ, puisqu'il était assez irrégulier. Pourtant, on se souvient de ce match incroyable où il avait enchaîné des jeux fous en fin de match. Face à Utah à l'époque. Absolument dans une des rares défaites d'Utah cette saison. Je sais pas, je trouvais qu'Austin Rivers c'était plutôt bien intégré la preuve que non. à la team, la preuve que non, mais écoute, très bien de voir Derrick Rose, mais même s'il y a une filiation particulière avec Tom Thibodeau, il y a un moment de sa carrière où je pense qu'il a plus envie d'aller jouer des grands matchs de playoff. Ouais. Et pourquoi pas espérer avoir un titre plutôt qu'aller jouer pour un coach qui l'a fait. Écoute, je reste persuadé que ça reste un drôle de choix, mais pourquoi pas. S'ils continuent à le suivre, je sais pas, ils vont finir. Attends, Kevin, commence pas à jouer avec mon cœur. T'es en train de me dire que les Knicks peuvent peut-être jouer le titre? Non, mais s'ils continuent à suivre Thibaut. Ils sont très potes. Ils sont très amis, ça me fait penser à Paul Le Guen et Jérémy Clément à l'ancienne. Ils se suivent comme ça. J'espère que Thibodeau va pas signer au SLUC Nancy du coup, parce qu'on pourrait voir Derrick Rose à Gentilly. Ça serait lourd. On salue nos amis du SLUC. Un retour aussi, alors c'est un peu différent. Lui, il est resté dans sa franchise, mais il est revenu sur le terrain, ce qui en soi est une très bonne nouvelle. C'est Karl Anthony Towns, de retour hier soir. Premier match depuis le 13 janvier, seulement 5e match de la saison. C'est une émission spéciale pivot. C'est bien de revoir le pivot des Timberwolves revenir parce que son équipe galère. Et puis c'est un mec qu'on attend tellement haut, peut-être trop haut pour certains, mais qui hier, en tout cas, s'est signalé avec 31 minutes, 18 points, 10 rebonds, 8 sur 15 au tir. Encourageant pour la suite. Oui, propre pour un top joueur à son poste. D'Angelo Russell n'était pas là, ils ne peuvent pas avoir les deux en même temps. Non, sinon c'est pas drôle. Mais c'est vrai que cette saison de Minnesota est catastrophique, hein, à l'image de Washington dans la conférence Est. C'est des équipes qu'on attend, en tout cas en termes de progression. Anthony Edwards, son numéro 1 de draft, est là. En fait, ça manque d'un capitaine. Au-delà même du coach ou du front office, voilà, sur le terrain, quand tu n'as pas tes meilleurs joueurs, tu peux pas espérer grand-chose. Et pourtant, ils ont du matos. Donc c'est très décevant pour l'instant. Minnesota, c'est bien qu'ils sont revenus. Qu'est-ce que tu penses de ce joueur, toi, Karl Anthony Towns? Je pense qu'il est très fort et je pense qu'il est complet en fait. J'aime beaucoup, dès le début, j'aime bien sa mentalité. Après, bon, je sais qu'il y avait eu beaucoup de choses avec Jimmy. Avec Butler, ça a été compliqué. Il disait qu'il était soft ou quoi que ce soit. Moi, personnellement, pour avoir joué contre lui, je ne trouve pas soft. Et je trouve que c'est, moi, un bon joueur, capable de jeter à 3 points. Ça drive, il dribble, il a des postes, il face up, il fait beaucoup de choses. Il shoot, il a un bon shoot. Un très bon shoot, ouais. Est-ce que tu as l'impression qu'un jour il peut être vraiment leader? Parce qu'on le comparait beaucoup à Duncan. On le comparait à Duncan quand même, à la base, c'était censé être le nouveau Duncan. Duncan est quand même un leader extraordinaire. Au leadership, il se rapproche plus d'un Melo que d'un Duncan. Hein. Ouais, je pense que pour l'instant, il n'est pas encore tout à fait mature. Mais je pense que oui, à un certain moment, on ne sait jamais en fait. Il est plus jeune que les deux autres, hein, que Jokic et Joel. Il a été drafté après, ils ont été draftés en 2014. Donc, en finale, c'est ça que je me dis, il
Il arrive en fait, c'est juste une question de temps en fait. Circonstances atténuantes, hein, on rappellera jamais assez combien lui a été dans sa famille très touché par le Covid, 3 décès, donc sa grand-mère, cette tante et tout ça. Enfin, ça a été très difficile pour lui, donc ça va être une saison quoi qu'il arrive difficile pour lui. On voit cette petite déclaration. Je sais que les fans me voulaient de retour sur le terrain. La Covid c'est censé durer 12 jours, mais la vie ça ne se passe pas comme ça. Chaque cas de Covid est différent et visiblement dans sa famille ils sont sujets justement à des symptômes graves. Malheureusement. Ouais. Malheureusement. On parlait de maturité. Lui, en tout cas, il est déjà mature. C'est Lamelo Ball, honnêtement, qui réussit pour l'instant une saison rookie plutôt convaincante. Et sur les 7 derniers matchs, il est plus que convaincant. Il est même fantastique. 22,4 points. Vous voyez ces stats-là. Quasiment 7 passes. 50% à 3 points. Alors là, ça, honnêtement, wow, fallait mettre un billet dessus. Et le Hornet qui arrive quand même en plus à avoir un bilan plutôt correct. Lamelo Ball, honnêtement, il nous régale. Est-ce que, Kevin, tu l'attendais aussi fort? Oui. Oh, oui, sérieux? oui, honnêtement. Come on, man. Oui, honnêtement. Et j'y crois. Le petit, je le suis depuis qu'il a 16 ans. Genre, honnêtement, oui. Et en fait, moi, j'ai toujours dit, il est vraiment. Je le regarde jouer, en fait, il est vraiment fort, en fait. Il est bourré de talent. Il s'amuse. Même là, tu vois, t'as l'impression qu'il joue, on dirait qu'il joue des pick-up games. Mais alors, justement, c'est ça, c'est que talentueux, on le savait tous. Maintenant, ce talent-là, par rapport à son parcours, ou à part peut-être en Australie, mais il a toujours joué contre des mecs un peu moins forts que lui. Et moi, que la transition soit aussi rapide chez les pros, c'est en ça qui me surprend. 22 points aussi à droite et de l'influence autant dans le jeu. Quand je vois la mentalité du père, je suis pas choqué. Maintenant, c'est vrai que quand j'ai vu qu'il a pris un parcours différent, qu'il a refusé d'aller en NCAA et qu'il a commencé à partir, il est parti en Australie, ensuite il s'est mis dans la ligue avec son père. On les a même vus quand j'étais à Barcelone, on les a vus à Moscou. Ils ont eu un match. Donc, du coup, il a fait plein de choses avec son père. Et en fait, c'est ça que je me posais la question parce que je me disais, est-ce que la NBA les laissait faire, en fait, leur montrer aux gens, en fait, qu'il y a d'autres façons d'accéder, tu vois, je veux dire, à la NBA si c'est pas être pro en Europe, en fait, ou être en université, en fait. Et c'est vraiment ce qu'il a fait. Il est parti, il a fait son propre chemin. Et c'est là où j'avais un doute. Je savais pas où il allait finir dans la draft. Au final, moi, je suis grave content de le voir. Dès que je regarde Charlotte, c'est vraiment une équipe, moi je vais regarder pour lui. C'est plaisir. Ah, complètement. Et il y a un truc qui est important, c'est que on avait souvent parlé de ça, justement, des adversaires, qu'ils soient titulaires ou remplaçants. On en parlait pour Malédon et Kylian Hayes. Lamelo Ball a commencé donc backup de Rosier Graham. Ensuite, Rosier s'est blessé, il a été intronisé dans le 5. Et sur les 6 derniers matchs, donc là on voyait les stats sur les 7 derniers matchs, sur les 6 derniers matchs, il est titulaire, avec parfois retour de Rosier, Graham autour de lui. Et en fait, tout le monde performe et tout le monde s'éclate autour de lui, sachant que lui continue à être très fort. Et il y a un truc que les scouts adorent mettre en avant pour imaginer l'adresse future, c'est l'adresse au lancer franc. Et bien sur les 6 derniers matchs, même sur les 7 derniers matchs, il est à 90%. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont très encourageantes pour le Lamelo Ball mature. Parce que, quoi qu'on dise, il n'est pas encore mature, ce gars-là. Donc voilà, il est, en tout cas, pour l'instant, dans la course pour être rookie de l'année, très honnêtement, il est le meilleur rookie pour l'instant. Pour moi, il est le rookie de l'année. Il n'y a pas pour vraiment, l'instant, pas vraiment concurrence. Ces stats sont au-dessus complètement. Dans toutes les lignes. Dans toutes les lignes, elles sont au-dessus de tous les rookies. Mais le combo kiff, j'ai des bonnes stats, je rends les autres meilleurs. Vraiment, je pensais pas. Moi, je savais qu'il allait être ce type de joueur. Je pensais pas qu'il allait l'être au bout de 3 mois. Mais tout à fait. Comme quoi, ce mec-là n'a pas de limite. En tout cas, pour l'instant, la NBA ne serait pas ce qu'est la NBA s'il n'y avait pas une bonne vieille petite rumeur de transfert. Cette fois, ça se passe pour les Toronto Raptors, que dis-je, les Tampa Bay Raptors. Kyle Lowry pourrait quitter sa franchise de toujours, quasi, parce qu'on sait qu'avant qu'il s'y installe, il a un petit peu bourlingué. Mais Kyle Lowry qui quitte les Raptors, ça serait... Comment on voit ça? Il y a une forme de logique? Il est en fin de contrat. Il a un énorme contrat et on sent qu'il rentre un peu dans le rang. C'est dur, il continue à faire des stats, mais ça y est, les Raptors doivent déjà penser à l'après. C'est en ce sens que Kyle Lowry devrait être transféré pour faire la place avant de vide, pour aller chercher, pourquoi pas, d'autres jeunes ou d'autres choses. Et puis même pour lui, est-ce qu'un dernier défi dans une grosse franchise, ce serait pas un truc un peu kiffant, tu vois, pour lui qui a déjà tout réussi? Il n'y a plus de place à New York. Il n'y a plus de place à New York, tout à fait. Non, je pensais plutôt aux Sixers, moi. Alors à voir, parce que c'est très compliqué de monter un trade au vu de son contrat, mais moi, je continue à croire que les Sixers, il leur manque un meneur de jeu, et Kyle Lowry
beaucoup de choses. Alors pas Ben Simmons, pas Joel Embiid, mais peut-être se séparer des choses d'accord autour. déjà. Bien sûr, mais Kyle Lowry en fin de contrat, ça fait de la place l'année prochaine pour les Raptors, tu vois, d'un point de vue du salary cap. Donc voilà, moi c'est dans ce genre d'équipe que j'ai envie de le voir là. Et les Clippers, qui ont toujours pas, qui cet été n'ont pas trouvé ce meneur un petit peu organisateur. Est-ce que il y aurait pas une place et quelque chose à creuser là-dessus? Ça serait pas mal. Je vois vraiment dedans en plus. Les Clippers, ouais, c'est une très bonne. Un bon meneur de jeu, de l'adresse, bon en défense, supplément d'âme sur des passages en force fous provoqués. Supplément d'âme, clairement. Ouais, Kyle Lowry, ce serait parfait pour les Clippers, même s'ils marchent très bien les Clippers aujourd'hui. Dites-nous dans les commentaires où vous voyez Kyle Lowry atterrir, plutôt Philadelphie comme Thomas ou plutôt Clippers comme Kev et moi. Donc à voir, mais en tout cas ça peut intéresser, c'est sûr, beaucoup d'équipes. On termine avec pas de la NBA mais de la G-League, puisque la bulle G-League a commencé cette semaine. Et il y a des Français qui sont dans cette ligue. Et il y a notamment Axel Toupane qui s'est plutôt bien illustré avec 14 points, 10 rebonds. Il y a un bon Thomas qui tourne dans l'équipe de G-League. Bravo Axel. Et puis il y a aussi Eli Okobo qui s'est fadé un petit buzzer beater. Alors, un game winner. Un game winner. Un game winner, 13 points, 9 passes. Lui, là, au Long Island des Nets, donc l'équipe de G-League de Brooklyn Nets. Un bon match pour lui. Et c'est important de toute façon pour ces joueurs-là de se montrer. Il y a beaucoup de noms. On a vu Jared Jack, on a vu Jeremy Lin, on a vu Kevin Porter Jr. Il y a beaucoup de noms comme ça dans cette bulle de G-League. C'est important pour essayer de gagner une place dans la Grande Ligue. Donc voilà, on va suivre les Français avec attention. T'avais fait un petit peu, toi, de G-League Je suis jamais parti en G-League. Mais j'ai vu, par exemple, des joueurs même comme Garrett Temple, qui, lui, il est parti en Europe 2 ans, il est revenu en D-League, puis ensuite Washington, on l'a récupéré. Et au final, aujourd'hui, il a gagné sa place, comme Lanston Galloway qui... Pareil, il a gagné sa place. Danny Green, Nance Thomas. Donc tu vois, c'est vrai que la D-League, je pense que c'est vraiment important. Maintenant, c'est vrai qu'il faudrait vraiment peut-être augmenter le niveau, je pense, financièrement. Ça a augmenté un peu là, cette année. Ça a augmenté, mais je pense qu'il faudrait encore mettre plus de moyens, en fait. Parce que cette ligue, elle est intéressante, en fait, pour les joueurs qui ne peuvent pas forcément. Il y en a beaucoup qui ne jouent pas. C'est vrai que je me dis, il y a des fois, au lieu de rester sur le banc, autant aller en D-League, en fait. Surtout quand t'es jeune. Tu joues, mais au final, on m'a jamais envoyé en D-League. Donc, Rudy, on se souvient que Rudy était passé par la D-League à l'époque, c'était pas encore la G-League. Et aujourd'hui, il a ce contrat énorme de superstar NBA, et c'est un All-Star. Donc, c'est des passages qui peuvent aussi rendre énormément de services. Et un dernier mot sur la G-League, qui cette année a donc accueilli une équipe qui ne dépend pas d'une franchise, la Ignite Team, donc l'équipe de développement des jeunes joueurs. Donc il y a Jared Jack qui lead cette équipe-là, avec des Kuminga, avec des Jalen Green, qu'on devrait retrouver dans les très hauts choix de draft l'année prochaine. Donc c'est aussi ça, tu parlais de comment accéder à la NBA. La NBA répond en disant, nous on va proposer des salaires confortables à des joueurs qui veulent pas aller à la fac, plutôt que de les envoyer en Chine ou en Europe. Nous en tout cas, voilà, la NBA va leur proposer ça. Et donc c'est intéressant de suivre les futurs prospects, les gros prospects de l'année prochaine dans cette G-League, dans cette bulle. Très bien, on parlait de Rudy Gobert qui était passé par la D-League à l'époque. Ça tombe bien, c'est une émission spéciale Big Men. Et on va rentrer tout de suite dans le débat. Quel est le meilleur pivot de la NBA? J'ai un petit indice, ce n'est pas moi. Allez, pour commencer ce débat, on va tout de suite vous envoyer un tableau. Il y a ESPN qui a sorti un top 5 des meilleurs pivots de la Ligue. Nous, on s'est fait en même temps notre top 5 des meilleurs pivots de la Ligue. Et regardez ce que ça a donné. Et n'hésitez pas à donner votre avis. Donc, ESPN va sur Jokic, Bam Adebayo, Joel Embiid, Karl Anthony Towns et Rudy Gobert. C'était avant la saison. C'était avant la saison. Nous, on a pris un petit peu quand même la réalité de cette saison. On a pris Joel Embiid, Nikola Jokic, Bam Adebayo, Rudy Gobert et Nikola Vucevic, que ESPN a oublié. Comme ils oublient souvent pas mal de monde. Kevin, déjà un premier. Toi, ils ont mis Joël en troisième. Mais ils aiment bien des fois, ils aiment bien ESPN taquiner. Toi, qui est quand même un pivot, c'était ton poste, qu'est-ce que tu penses de ce classement, que ce soit celui d'ESPN ou le nôtre? Le vôtre, j'aurais juste mis Rudy en troisième. Avant Bam. Pour ce que son équipe fait et l'impact qu'il a quand même. Parce qu'en fait, on se rend pas compte. Et c'est vrai que même quand tu grandis en fait, tu es souvent focus sur l'attaque, en fait. Alors que la défense, c'est très, très, très important. Et Rudy, en fait, c'est l'exemple parfait, en fait. C'est un big man qui n'est pas forcément talentueux en attaque, mais c'est un spécialiste en défense, en fait. Et il a vraiment compris comment utiliser son corps et ses bras. Et il a vraiment compris comment être un bon défenseur, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il se retrouve là. Et pour moi,
pour l'impact qu'il a dans son équipe, je le mettrais 3e. C'est vrai, non, mais c'est vrai que, juste pour rester sur Rudy Gobert, Bam Adebayo crève le plafond depuis la saison dernière. Il était All-Star dans la conférence Est. Ouais. C'est lui aussi un incroyable défenseur. Je dirais pas du niveau de Rudy Gobert, mais en tout cas parmi les meilleurs défenseurs de toute la NBA, il n'y a pas de souci. Bam Adebayo a en lui un jeu d'attaque plus abouti, il n'y a aucun souci. Et puis c'est vrai que tu as aussi ce truc de l'initiateur d'attaque, finalement, comme l'est Nikola Jokic. Bam Adebayo a ça en lui. Donc c'est vraiment une corde en plus de juste est-ce que tu es fort, tu mets des paniers, tu as aussi ce truc-là. Maintenant, playmaking. Voilà, exactement. Après, c'est vrai que les résultats actuels, tu peux mettre Rudy 3e, il n'y a pas de souci. Et même Adebayo, ils sont le basket, ils jouent. Tout à fait. Moi, je l'ai vu, la première fois que je l'ai vu, c'était avant que j'étais censé aller en Chine. Je crois que c'était à la Pro, c'est une ligue qu'ils organisent à Miami. Donc j'y suis allé. Et je ne savais pas qui c'était. Mais je l'ai vu jouer, j'ai dit, mais lui, il est excellent, c'est qui? Tu vois, Il était déjà, il court, il dribble. il était déjà capable de ça. Ouais, il faisait tout. Il driblait, il shoot à 3 points, il va, il prend des claquettes, il est actif. Tu voyais que lui, en fait. Tu vois, et tu voyais qu'il dominait. Il y avait aussi Derrick Jones. Junior. Tu vois, ouais. Et voilà, en fait, les deux, ils s'amusaient. Et quand je l'ai vu, et j'ai compris tout de suite qu'il. Et après, je l'ai vu l'année d'après, je crois que c'est 2 ans après, il est devenu All-Star. Je me suis dit, ouais, bon, ok, c'est normal, en fait. Mais quand je l'ai vu, c'est pareil pour Donovan Mitchell. Quand je suis parti à New York, j'ai fait un pick-up game. Je l'ai vu. J'ai dit, mais. C'est qui, Oh là là, lui c'est qui lui? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il est vraiment fort. Ils me disent, ouais, c'est un jeune, il vient d'être drafté par Utah. Je me dis, waouh, pas mal. Je vais au mariage de Rodrigue. Je vois Rudy, je lui dis en plus à Rudy, je lui dis, mais tu sais que je crois que vous n'êtes pas prêts, mais le joueur qui vient chez vous là, il est très très fort. Il m'a dit, ouais, mais il n'avait pas encore vraiment fait attention. Ça a duré 2 semaines pour que tout le monde voit qu'il était trop fort, en fait. Garde tes billes sur Donovan Voilà, Mitchell, tu vois. puisqu'on va parler Ouais. tout à l'heure du focus du Jazz, et forcément, on reviendra sur l'ascension monstrueuse de Donovan Mitchell. Vous le voyez dans notre top 5, on a mis Joel Embiid et Nikola Jokic en numéro 1, et donc on va se faire ce débat, parce que dans la question qui est aujourd'hui le meilleur pivot NBA, ça se joue entre 2 garçons, Joel Embiid et Nikola Jokic. Alors après, il y a une forme aussi de kiff personnel, il y a aussi les résultats, il y a le bilan, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Ça reste quand même, Kevin, 2 pivots différents quand même sur le profil. Ouais, très différent. Très différent. Il y en a un, Jokic, qui est en train peut-être de changer le style, en fait, la vision des gens des big men. En fait, il est vraiment en train de révolutionner le poste de pivot. En fait, il faut vraiment le dire, parce que ce qu'il fait, c'est incroyable. Jokic, ça reste vraiment incroyable. Maintenant, moi, Joel, j'aime beaucoup, parce que il me rappelle beaucoup Olajuwon, il me rappelle beaucoup les anciens bigs, en fait. Et même la première action que j'ai vue de lui, c'était pareil. J'étais encore en NBA, on regardait en fait un match, et lui, il est revenu en pré-saison, et c'était contre Washington. Je crois que j'étais à New York. Et il a mis un tir, il a loupé, il est revenu, il a claqué un dunk sur Marcin Gortat. Désolé, Marcin. Et en fait, je me suis dit, mais c'est un monstre, en fait. Tu vois, Si tu fais ça sur Gortat, c'est que t'es un vrai ça, en gars, fait. quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas vu quelqu'un faire ça, en fait. Tu vois, c'est vraiment un monstre. Et en fait, plus il avance dans la ligue et comment il commence à développer son jeu, les skills qu'il a, il est capable de shooter à 3 points. Pour moi, c'est le meilleur big man de la ligue. Maintenant, si on parle de stats et on parle d'impact sur l'autre équipe, Jokic, c'est lui. C'est ça, il y a beaucoup de choses, et on peut rester un tout petit peu vite fait sur les différences entre les deux. En fait, tu as d'un côté le pivot normal qui exploite toutes les qualités des pivots, et d'un autre côté, un gars qui est tout à fait hors norme. Donc évidemment, je parle de Nikola Jokic. Nikola Jokic est un joueur hors norme, et quand on jouait un peu au jeu des comparaisons avec les pivots qu'on avait vus dans l'histoire de la NBA, en fait, il y a très peu de pivots qui peuvent être comparés à Nikola Jokic. Tu me parlais de Vlade Divac, Mais non, mais par exemple. Sabonis. Tu vois, tu comparais Embiid à Olajuwon. Et c'est vrai, Olajuwon a été un MVP, double champion NBA. Donc, on a un petit peu l'exemple de là où doit tirer Joel Embiid. Avec Jokic, finalement, on le compare un petit peu à Nowitzki pour son tir à un pied, mais Nowitzki était quand même un 4 pur, ce que n'est pas Jokic, qui est un 5 pour moi pur. Oui. On le compare à Sabonis, Arvidas, Sabonis. On peut le comparer aussi à Vlade Divac. Mais Sabonis, qui est arrivé en fin de carrière NBA, et Divac en NBA, qu'on a adoré, ils n'ont jamais fait des chiffres comme ça. on n'a jamais Donc, rêvé, hein. on n'a C'est jamais clair. vu finalement un pivot avec peu de qualité athlétique comme ça dominer autant que ça. Et ça interroge en fait, et là on se dit, parce que Embiid on dit vas-y fais comme limite rapproche-toi ou fais ce qu'a fait Olajuwon, ça sera génial. Mais Jokic on lui dit quoi? On n'a jamais vu ça quelque part. En fait, tu sais, la meilleure comparaison, et c'est un gars qui n'a absolument rien à voir dans le poste, c'est Larry Bird.
Moi, je trouve qu'en fait, dans sa manière de driver son équipe, d'être influent sur tellement d'aspects du jeu, donc du post-up, du tir externe, du pick and roll, je prends le pick, je pose l'écran, j'ai les deux mains, j'ai un jeu un peu chelou par rapport aux autres, et je paye pas de mine, très honnêtement. Et pourtant, je démonte tous mes adversaires. Je trouve que Larry Bird, en fait, c'est la comparaison. Alors, regardons vite fait cette comparaison complètement folle, puisque sur un mois, Nikola Jokic est à 27, 11 et 7 passes décisives. Eh bien, ils ne sont pas beaucoup à l'avoir fait dans l'histoire de la NBA. Il y a Russell Westbrook en 2017, 33 points, 10-10, donc en triple-double. Et donc, notre famille Larry Legend en 86, 27 points, presque 13 rebonds, et puis passe, sacré stat, hein, Larry Bird. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de cette comparaison, toi? Il y a ce côté touche à tout que Jokic a comme Larry Bird. Il y a ce côté, au-delà des stats, il y a ce côté, l'influence dans le jeu sur tout. Larry Bird scorait, certes, mais même les soirs où il scorait pas beaucoup, il continuait à avoir de l'impact sur son équipe. En fait, Larry Bird, tu n'avais jamais l'impression qu'il était mauvais dans un match. Et j'ai l'impression que Jokic, c'est un petit peu pareil. C'est que Jokic, même quand il met 10 points, il garde de l'influence sur le jeu. Quand il fait 13 passes à côté. Voilà. Ce qui n'est pas le cas encore de Joel Embiid. Joel Embiid, s'il met pas 20 wins, j'ai l'impression qu'il est capable de faire déjouer son équipe. Et c'est ce que je retrouve, c'est ce que chez Jokic je ne trouve pas. Alors après, chez Jokic, il y a d'autres défauts. On va aller après, notamment sur l'aspect défensif. Mais dans le jeu d'attaque, c'est-à-dire que Jokic peut mettre 6 points dans un match et régaler son équipe. Le jour, regardez les matchs où Embiid met 6 points, son équipe tourne pas rond. C'est vrai. Et ça, c'est une énorme différence entre les deux pour moi. On peut aller aussi sur leur comparaison de pivot et donc l'utilisation du post-up. On a souvent discuté tous les deux du fait que Joel Embiid, on voulait le voir encore plus jouer du post-up. Alors dans les stats, ça se traduit par Joel Embiid est le joueur NBA qui joue le plus de post-up et de loin. Regardons ça vite fait. Ils sont tous les deux dans la ligue depuis plus de 6 ans. Donc Joel Embiid qui a raté les 2 premières saisons, on se rappelle, est là depuis 6 ans. Joel Embiid Nikola Jokic de 7 ans. Leur pourcentage usage, donc ils n'ont pas été draftés la même année? Ils ont une année de différence? Je crois qu'ils ont un an de différence, ouais. Je crois bien sûr. Leur pourcentage d'utilisation de la balle, donc 32% pour Joel Embiid et 29% pour Nikola Jokic, c'est très élevé et pourtant ce ne sont pas des meneurs de jeu. Leur true percentage shooting est très élevé aussi, donc on pondère les 3 points valent plus que les 2 points et les lancers francs, ça me paraît évident. 67% pour Joel Embiid, 64% pour Nikola Jokic. Et donc ce qui nous intéresse, c'est la fréquence des post-up. S'ils sont draftés la même année. Ils sont draftés la même année, très bien. Je me dis, ils sont draftés. Il y a un qui a 44 et l'autre qui a... Il y en a 41, Jokic 41, voilà. Embiid rate une saison, nous dit Tom. Cher Arvino rate une saison. Bref, 35% de post-up dans le jeu d'Embiid. Donc, plus d'une action sur 3 pour Joel Embiid est un post-up, ce qui est énorme finalement. C'est un tout petit peu moins, c'est une action sur 4 pour Nikola Jokic, et donc Nikola Jokic joue 6 possessions au post-up par match, pendant que c'est 8,7 pour Joel Embiid. C'est de loin celui qui joue le plus de post-up en NBA. Donc ça reste des vrais pivots. Alors oui, dans les années 90, ça avait encore plus de post-up, c'est évident, mais par rapport au reste de la NBA, c'est très élevé. Il est 8e, Nikola Jokic, au post-up de toute la NBA. Kev, tu as croisé les deux, toi, en NBA. Joel Embiid lui a souvent reproché d'être un petit peu, des fois, trop au large, de s'oublier dans son jeu, alors que ça reste peut-être le joueur le plus inarrêtable sur le post-up. Comment on le vit, ça, des fois, ce côté de... T'es un pivot fort en post-up, mais ce nouveau basket qui te pousse un petit peu, des fois, à aller au large, parfois trop. Et c'est vrai que moi, j'avais noté ça chez lui, j'ai remarqué, parce que quand il va à l'intérieur ou quand il drive, il est très, très dur. Il va à l'intérieur, il y va vraiment, en fait. Mais sur des post-up, sur des moments, je ne sais pas s'il est fatigué ou si c'est une façon de se reposer ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'il y a des fois, je trouve qu'il va juste prendre le petit shoot. Il va prendre un petit shoot. Il va pas trop se faire. Il va se dire bon, c'est pas. Il va prendre un petit shoot alors qu'il pourrait aller. En fait, physiquement, il peut dominer qui veut en fait. Donc, il pourrait y aller à chaque fois en fait. Et je trouve que c'est vrai que parfois, je trouve qu'il est vraiment beaucoup dans le shoot. Et ça a tendance parfois à me déranger. Parce que je sais qu'il est capable de rentrer. Alors que Jokic, quand j'ai joué contre lui, je crois que lui, il m'a mis le move le plus lent de l'histoire de la vie. Mais il l'a mis. Mais en fait, c'est tellement bien exécuté. Ligne de fond, il part, met son coude dans mon dos. En fait, tu le regardes. En fait. Je suis en défense. Et vraiment, spectateur. Je le regarde parce qu'en fait, je peux rien faire. Et c'est énervant parce que c'est vraiment... Il n'était pas rapide, en fait. Il a juste s'est bien placé. Il a tourné, il a allé. Main gauche, il a fini. C'était à Denver, tu vois, j'avais vraiment... Moi, j'avais le Sam, j'ai pas mis. J'étais là, waouh, c'est incroyable. T'as l'impression que Jokic, en fait, c'est un peu comme Luka, comme Bodiroga. Donc,
ils sont lents par rapport aux énormes athlètes, mais ils sont toujours dans le bon timing. Ils sont toujours, t'as ton pied droit qui est là, il va partir de ce côté-là. Tu le disais tout à l'heure, un petit speed move, hop, il va te placer là. Tu peux même pas bouger, qui est déjà en train de mettre un petit lay-up main gauche. Ça, c'est quand même des gars qu'on croise finalement peu sur les terrains, mais quand ils dominent, en fait, tu peux rien y faire. C'est l'impression qu'ils nous donnent. C'est exactement ça. De toute façon, je pense qu'à un certain niveau, quand tu arrives à un certain niveau de basket, le jeu se ralentit en fait. Tu joues plus à la même vitesse, tu n'as plus besoin de faire les choses à 1000 à l'heure en fait. Parce que c'est comme ça, c'est comme quand tu vois par exemple Tony, même avec l'âge, il allait plus aussi vite qu'avant. Mais il trouvait quand même son espace, il arrivait quand même. Parce qu'en fait, le jeu se ralentit, tu vois tellement les choses, tu anticipes tellement, c'est leur niveau. Quand tu vois Kobe ou quand j'étais avec Gilbert, Arenas, c'est des joueurs, tu as l'impression qu'ils jouent au ralenti, alors qu'en fait, ils sont super efficaces, comme aussi, Paul Pierce aussi. Ils sont super efficaces, en fait. Et lui, c'est son cas, en fait. Il voit tellement le jeu, il n'a pas besoin d'aller vite, en fait. Il a juste besoin de bien se placer et tu passes. Dans le bon angle, dans le bon rythme. Le rythme et les angles, c'est ce qu'il y a de mieux dans le basket plutôt que la vitesse. Exactement. On parlait de Joel Embiid qui, parfois, s'est un peu perdu au large. On a l'impression que cette année, quand même, il y a eu une prise de conscience, certainement l'arrivée de Doc Rivers aussi. On l'avait dit dans une précédente émission, qui a remis un petit peu d'ordre dans la maison sans non plus tout changer dans le collectif des Sixers. Et on le trouve beaucoup plus juste, un petit peu, Joel Embiid, cette saison, Tom. Ouais, il y a un truc, j'ai vu une interview de Drew Allen, coach particulier pour toutes les superstars NBA, qui disait qu'il y avait deux choses qui avaient changé pour Joel Embiid cette saison. D'abord, dans l'état d'esprit, il est arrivé en se disant, bon, bah maintenant, c'est une petite comparaison avec son début de carrière. Je vais m'entraîner à fond, je vais me donner vraiment à fond. Et Drew Allen disait, bah, en fait, on le poussait jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Mais sauf qu'il est tellement motivé cette année qu'en fait, il repousse toujours ses limites physiques. Et le deuxième truc, c'est que dans son body language sur le terrain, contrairement à Hassan Whiteside qui, pendant toute sa carrière, n'a cessé de se relever comme ça pour jamais être prêt, Joel Embiid cette année, il est beaucoup plus bas sur ses appuis, son centre de gravité est plus bas. Et en fait, ça se ressent défensivement, mais c'est un très bon défenseur de base. Mais offensivement, il encaisse mieux les chocs et il est plus concentré naturellement puisque ça part de la tête, mais donc son corps suit. T'as raison, il y a une influence de Doc Rivers, mais je pense aussi qu'ils sont piqués au vif des dernières saisons. De pas aller en finale, que ce soit pas leur tour. Ils ont vu Toronto y aller, tu vois. Ils ont vu Miami y aller. Peut-être qu'ils ont l'impression que c'était déjà leur tour et qu'ils ont déjà raté le coche. T'as senti, Kevin, cette année, dans le jeu de Embiid, une prise de conscience parce que, honnêtement, c'est un joueur qu'on a kiffé très tôt. C'est tout le premier match. On a été frustré par ses blessures, mais quand il est revenu à 100%, il nous a régalé. Mais quelque part, il y avait quand même aussi un comportement qui n'était pas en phase avec les ambitions d'un mec qui veut un jour devenir MVP et champion NBA. On se souvient de quelqu'un qui mangeait un burger à côté. Puis il y avait des frasques, toujours des déclats, des attitudes par moments sur des matchs où on avait du mal à le comprendre. Cette année, on n'a pas ça. Oui, clairement un manque de maturité. Bon, encore une fois, tous les joueurs passent par ça, en fait. Donc lui, il est passé. Maintenant, il a pris conscience. Maintenant, il a pris conscience que à l'Est, ils ont une équipe sérieuse et qui sont capables de vraiment faire quelque chose. Je pense qu'il était temps. Je pense qu'il était temps, en fait. Et là, et je pense que même de mettre Dwight derrière lui, ouais. En fait, je pense que ça change beaucoup de choses aussi. Parce qu'en fait, Dwight, c'est pas un joueur qui a tendance à fuir. C'est un joueur qui va au physique. Donc, du coup, lui, à l'entraînement... Qu'est-ce qu'il met du bois? Mais ça, c'est vrai que... C'est le nombre de tartes qu'il met. Mais imagine le premier entraînement où Dwight Howard déboule, Dwight Howard avec son style caractéristique d'envoyer tout le temps, d'être au rebond offensif, ça t'oblige en fait d'être concentré. Et Joël, il est comme ça, les joueurs. Même moi, quand j'étais sur le terrain avec lui, sa chambre, il aime le défi. Donc, tu vois, il aime le défi. Donc, je sais que si Dwight lui rentre dedans, un coup, deux coups, il va pas continuer à faire des fadeaways et au bout d'un moment, il va se dire bon, c'est parti. c'est comme ça en fait. Et ça, je sais, moi j'ai été dans les équipes et c'était la même chose en fait pour nous. Quand on avait Gortat, t'avais Néné, on avait Mika Okafor. Et relou, hein. On s'est ça rentré, c'était ça tous les jours à l'entraînement. C'était des étincelles partout, c'était que ça, on faisait que se rentrer dedans tous, tu vois. Donc avec Dwight qui arrivait, tout ça, tu vois, ils avaient Vincent. Et je pense que je pense que ça l'a aidé même à s'endurcir. C'est un impact. Il y a un truc il y a un vrai point d'interrogation autour de Joel Embiid. C'est un petit peu on a un tableau d'ailleurs comparatif entre Jokic et Embiid. Il y a un vrai point d'interrogation aussi sur Embiid, c'est quelque part les playoffs. On sait qu'il a fait quelques bons matchs en playoffs, mais moi je garde en mémoire quand même ses maux de ventre un peu chelous contre Toronto à cette époque-là, où il n'avait pas fait non plus, alors que les Sixers avaient fait plutôt une bonne campagne de playoffs. Lui, il avait été un petit peu très up and down. Et à l'inverse, Nikola Jokic a lui quand même assuré sur des matchs de playoff de manière assez importante. On lui a fait confiance. Et alors, il a fait une finale de conf, ce que Embiid n'a pas fait, mais surtout, il a vraiment
carry son équipe, comme on dit dans l'e-sport, ce que Embiid n'a pas toujours fait en play-off. Et j'ai l'impression que là-dessus, il y a un vrai avantage à Jokic, en tout cas pour le moment, sur l'aspect grand moment de play-off. Ce qui va dans ton sens complètement, c'est que Embiid, tu as toujours l'impression qu'il y a un truc qui va pas. Alors, tu as raison, il y avait les histoires de j'ai mal au ventre, machin. On comprenait pas pourquoi il jouait pas tous les matchs de play-off. Alors, sûrement pour de très bonnes raisons. Mais en tout cas, de ton avis extérieur, tu es là à dire mais attends, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Et il est sur le carreau parce qu'il a mal au bideux. C'est un mauvais jeu de mots d'ailleurs. Mais il se fait l'année dernière, pareil, ils ont des problèmes dans l'équipe. Il y a toujours quelque chose avec Philadelphie en play-off, contrairement à Nikola Jokic. Quand on parle de supplément d'âme, on en parlait pour Kylori, Jokic, il fait partie des mecs en NBA qui, dans les derniers retranchements, t'as l'impression qu'il est au bout du rouleau, il est toujours sur le terrain. Mike Malone, il le fait jouer des 40 minutes, 45 minutes en play-off. Il était monté à 60. Il est après, 60 minutes avec des prolongations, t'as raison. Après, c'est plus facile pour lui de gérer. Il joue toujours pratiquement à la même intensité. Ouais, t'as raison, mais c'est un constat. Ça se tient. Constat. Mais Nikola Jokic, j'ai quand même en mémoire des matchs de play-off où il a répondu présent. C'est quand même lui qui met le hook de la gagne dans la série face au Jazz. Il a pour lui, quelque part, des faits d'armes comme ça. Aujourd'hui, Embiid, moi, je reste persuadé qu'il est capable de ça. Aujourd'hui, il a beaucoup moins de coups d'éclat en play-off, voire quasiment pas, par rapport à Nikola Jokic. Et là-dessus, il y a quand même un avantage réel à Nikola Jokic. Et il y a un autre truc qu'on aime bien voir, c'est les stats de saison et les stats de play-off. Il y a des mecs qui sont très très forts en saison régulière et qui baissent un petit peu, voire beaucoup, en play-off. Nikola Jokic, c'est simple, il booste toujours ses stats en play-off, sachant qu'il fait des parcours intéressants, il passe des tours. Il est plutôt, tu vois, les 2 dernières saisons, alors pas cette saison-là, hein, il est à 20 points, 10 rebonds et 7 passes sur les 2 dernières campagnes de play-off. Notre ami, il est à 25 points, 13 rebonds il y a 2 ans, 10 rebonds l'année dernière et 8,4 passes il y a 2 ans. Tu vois, donc... on est quand même dans un mec qui arrive à trouver du cœur et du courage pour élever son niveau en play-off. Et ça, c'est des trucs qu'on aime bien. C'est le step d'après donc pour Embiid, c'est de faire ce qu'il fait actuellement en play-off. Il y a un côté quand même où Jokic, là, pour le coup, a un vrai désavantage. C'est défensivement. Joel Embiid est un des meilleurs défenseur de la Ligue. Il prétend d'ailleurs un jour vouloir être meilleur défenseur de l'année, ce qui pourrait être, même s'il y a une énorme concurrence, notamment avec notre Frenchie Rudy Gobert. Justement, j'ai une question pour toi, Kevin. Est-ce que quand tu as autant d'influence dans ton équipe, que tu es le leader comme Nikola Jokic à Denver, et que tu es un défenseur qui est plutôt malin, mais qui est quand même toujours souvent limité par tes qualités physiques, est-ce que c'est pas problématique pour une équipe comme Denver qui, à terme, un jour, veut jouer une finale NBA? Ça peut être problématique. Ensuite, après, on sait qu'il y a différentes façons d'aider un joueur qui n'est pas forcément fort en défense, même par rapport à l'équipe, parce que de toute façon, il ne joue pas seul, c'est un sport d'équipe. Donc on peut combler et masquer certaines choses, mais c'est vrai, je pense pas qu'on peut tout avoir. Pour avoir un joueur aussi fort dans le jeu, au bout d'un moment, tu peux lui laisser. Pour moi, personnellement, si j'étais coach, je me dirais, ok, je peux lui laisser ça. Je peux. Maintenant, c'est comme, et c'est pareil, lui, c'est l'exemple. Quand tu prends Rudy, c'est l'inverse. Ah ouais, ouais, c'est bien. Rudy est super fort en défense et offensivement, voilà, il met ses points, mais c'est. On sait comment il met ses points. Voilà, il va pas prendre la balle à l'intérieur. Oui, il va pas remonter la balle comme Jokic le fait, où il joue quasiment deuxième meneur, voire meneur de cette équipe. Donc, à partir de ce moment-là, tu vois, c'est vraiment, moi, j'aurais dit, je peux pas tout avoir. Oui, tu peux pas. Moi, je le prends. Tu le prends pour ses qualités, quoi. Tu prends pour ça, en fait. Ouais. Tu le prends lui et voilà. Donc l'entourer peut-être. Voilà, ça, ma question, c'est comment toi, si tu avais été coach de Denver, comment tu entourais un joueur donc à une position quand même hyper exposée de pivot, avec je sais pas des ailiers athlétiques, ce qu'ils ont fait d'ailleurs ces dernières années. Hein. Déjà, comme ils le font, je pense que c'est déjà bien entouré. Maintenant, c'est dur de dire parce que chaque personne aurait sa façon de faire. Maintenant, moi, je pense que lui, personnellement, il a envie de progresser. Et je le vois sur le type de personne que c'est. Il y a eu, quand ils ont annoncé le Covid, la NBA s'est arrêtée. Quand ils ont repris dans la bulle, il faisait partie des joueurs qui avaient perdu du poids et qui avaient travaillé pendant ce temps-là. Donc, tu vois que le mec, il a envie de progresser, il a envie d'avancer. À partir de ce moment-là, je me dis qu'au bout d'un moment, en fait, il va devenir correct en défense. Oui, il progresse étape par étape. Voilà, en fait. Et comme Yanis a été très fort sur des trucs et progresse sur le tir avec le temps. Exactement. Et lui, quand il est arrivé dans la ligue, il faisait pas tout ça. Ouais. Et maintenant, il a progressé au fur et à mesure. Et moi, j'ai toujours eu tendance à respecter plus un joueur qui est drafté 41e. Ouais. Et qui arrive au final à ce statut, tu vois, je veux dire, comme c'est ça en fait. C'est ça en fait, comme Thomas, Gilbert, tu dis c'est des gars qui ont été draftés loin et qui sont capables quand même de, parce qu'en fait les gens se rendent pas compte, mais quand t'es pas premier tour, pour prendre une place dans une équipe, c'est la jungle. C'est dur en fait.
Et quand tu arrives à ça, en fait, et comparé à un joueur comme Embiid qui, lui, a été drafté troisième, je sais Avait la hype, quoi. Voilà, il avait la Jokic hype. l'avait pas. Il avait la hype, l'équipe l'attend, l'équipe construit autour de lui. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Tu vois, Après, il rate 2 saisons. Il fait 2 saisons Il blanches. loupe 2 saisons. Il a eu aussi son lot de. Et tout le monde d'échecs, sait quoi. mais quand il revient, il nous régale. Ah bah, Moi, personnellement. C'est vraiment ça. Il est si fort, oui, d'accord. Ouais. Il est encore plus fort qu'à Kansas, largement, sous avoir joué. Largement. Bravo. Hein. Il y a une stat que j'ai envie de mettre en valeur, c'est les 40% à 3 points de Nikola Jokic. Parce qu'on parlait du post-up, mais Nikola Jokic, pour avoir regardé beaucoup de matchs cette saison avec lui, pour le défendre, et c'est une des dernières questions que je veux faire sur ce débat, c'est comment défendre ces deux mecs-là, ou en tout cas, comment essayer de les limiter. On va commencer par Jokic, qui cette saison a 40% à 3 points, c'est énorme, qui est très fort sur le post-up, on l'a dit, qui est aussi très fort sur le mid-range. Aujourd'hui, Embiid est à 37,7. Ouais, hein. Donc, il fait vraiment bien. Aujourd'hui, Jokic, il te fait une feinte du sourcil, il est tellement adroit qu'il te fait sauter. Et sa capacité, moi, c'est là où je suis le plus surpris à Jokic, on sait que c'est un playmaker capable de mettre des 25, 30, 40. Moi, cette année, le voir mettre des 50, enchaîner des matchs à plus de 40 points comme ça, c'est là où je suis surpris. Je dis pas qu'il n'est pas capable de le faire de temps en temps, mais le faire aussi régulièrement, là, je me dis, waouh, mais c'est quoi sa limite, en fait? Bah ouais, tu as raison, il a que 25 ans, il peut encore progresser physiquement, tu as cette impression-là, tu vois, il n'est pas fit, même si, tu l'as dit, il a perdu du poids depuis l'intersaison 2019 où il il était revenu de vacances, hein, clairement, il a fait une chaque, le T'es gars. arrivé de Cancun, je pense, direct. de 3 mois. Hein. Mais c'est vrai qu'on est surpris, en fait, par sa régularité au scoring, parce que on a vu ces dernières saisons qu'il est capable d'être à 28 passes et 10 rebonds. On l'a compris. Mais d'être à 27 points, avec toujours plus de ballons dans les mains, avec un Jamal Murray qui est moins rayonnant que pendant la bulle, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un gap dans son équipe entre lui et les mecs autour. Il est vraiment le franchise player. C'est sur lui qu'on va faire les prises à deux, c'est sur lui. Et malheureusement, les prises à deux, elles sont inefficaces contre lui, puisque le pick and pop te permet d'avoir de l'espace. Ton pivot, c'est Rudy Gobert, par exemple, parce qu'il va avoir du mal à sortir. Et puis, il est tellement fort à la passe qu'une prise à deux, pour lui, c'est une passe D ou au moins une qui passe. Donc, pour répondre à ta question, comment défendre sur lui, il reste que ça. Il reste que ça. Et il ne recule pas, ce mec-là. Donc, Alors, c'est vrai qu'il recule pas. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire, mais peut-être de manière un peu simpliste, de dire que finalement, la seule manière de bien défendre sur lui, c'est d'essayer de rentrer dans sa tête, de le maillotcher. Mais on a l'impression que même ça, il s'énervait un peu plus jeune, il le fait plus. il fait moins. Il fait beaucoup moins. Lui rentrer dedans. Après, c'est un joueur très intelligent. C'est comme Lucas. Lucas, c'est des joueurs, en fait, ils lisent tellement bien le jeu qu'au final, il n'y a jamais de mauvaise réponse pour eux, en fait. Ça veut dire que s'il voit qu'à gauche c'est fermé, il va aller à droite. En fait, il voit qu'à droite c'est fermé, il va à gauche. C'est tout simple comme ça, mais en fait, il y a beaucoup de joueurs, ils ne font pas attention à ça. En fait, ils baissent la tête. Beaucoup de jeunes joueurs, tu vois. Moi, j'étais dans ce cas-là. En fait, ça m'a pris du temps avant de vraiment commencer à vraiment comprendre le jeu. Surtout que j'ai pas commencé depuis petit, donc j'ai vraiment pris du temps, en fait. Mais quand ces choses-là arrivent, tu vois le jeu différemment, en fait. T'as plus. Donc, et je pense que c'est vraiment dur à défendre. Alors que Joël est plus dans la force. Joël, tu lui fermes la porte, il va défoncer, en fait. Ouais. Tu peux, même si tu vas souffrir, tu peux lutter physiquement avec un beat. C'est ça, en fait. Oui. Alors que lui, il va pas, surtout son jeu, tu le vois qu'il se fait pas chier, désolé, mais il se fait pas chier. Oui, bah oui. Il voit, comme moi, quand il m'a mis le move, c'est parce que je l'ai trop vers la ligne de fond, il a vu. Bam, il m'a mis et il est passé tout lentement, même pas. Donc moi, je suis pas surpris qu'il soit capable de mettre des 50 points. Parce que quand tu es en NBA et que le système est pour toi et qu'ils veulent... Moi qui ai été dans ces situations, honnêtement, tu peux mettre 16 points tellement facilement et je me dis, waouh, en fait, t'as mis... Et il y a une période où je jouais et le système était pas du tout... On voulait pas du tout que je brille, où je jouais 2-3 minutes et mettre 2 points, c'était l'impression que tu me demandais de te faire Paris-Marseille en 1 heure. Je galérais, tu vois. Donc quand le système, quand je le vois comme ça, je suis pas et je vois son niveau de jeu. C'est comme Lucas. Lucas, il a dit lui-même, c'est plus facile de scorer. Tu confirmes toi ça? Moi, je suis d'accord. Par rapport à l'Europe, l'Euroleague. Je suis totalement d'accord avec Lucas. Et moi, il a montré. Et en plus, surtout quand un mec comme ça te le dit. Et derrière, les stats qu'il a, il le prouve. Ouais. Parce que c'est pour ça que Damon Green, il a confirmé, il a montré en fait. Il a montré que c'est vrai. Toi, tu as cette impression-là? Tu as eu l'impression en arrivant à NBA que c'était plus simple? Ou est-ce que c'est avec le recul et en ayant joué avec Barcelone que tu t'es dit c'est plus facile de scorer en NBA? Quand je suis allé à Barcelone, je me suis rendu compte, la NBA, c'est. Il faut être. Si tu as un bon rip physique, déjà, physiquement, il faut être en forme. Et tu comprends le basket, il y a beaucoup de mecs en NBA, qui ne pourraient pas jouer en Europe. Il y a beaucoup de bigs, ça c'est sûr à 100%. Mais alors que tu vois, c'est l'opposé.
l'opposé. Il y a beaucoup d'Européens qui pourraient jouer en NBA. Mais il y a aussi, mais par contre, si tu mets les superstars NBA non, mais on parle vraiment des joueurs average. Mais joueurs average, pour moi, il y en a beaucoup. Et il y en a plus de 50% qui ne pourraient pas jouer en Europe. Et tu expliques quoi par rapport à la discipline qu'il faut dans le jeu, le fait que ce soit très fermé le jeu, il y en a beaucoup. Il y a moins d'espace. Il y en a beaucoup qui lisent pas le jeu. Moi, je regarde des matchs NBA parfois je vois les mecs c'est pas du basket. T'as dit quoi, Aaron Gordon? Oh non. Parfois, je vois les mecs, c'est pas du basket. Ils cherchent. C'est des athlètes qui. Ils jouent pas juste, en fait. Tu vois, ils jouent toujours, j'ai l'impression qu'ils jouent toujours à l'envers, en fait. Au lieu d'aller à gauche, il va aller à droite. Et en fait, et tu dis, alors qu'il y a tellement de joueurs européens, j'ai vu tellement de joueurs forts. Même je prends le cas, mais si je prends Thomas, bon, tout le monde sait que c'est mon pote, mais Thomas, pour moi, il devrait être en NBA, tu vois, je veux dire. Donc, il y a plein de joueurs. Ça tombe bien, il est libre, là. Il aurait dû avoir sa chance, en tout cas. Donc, tu vois, et Thomas, c'est pareil, il s'amuserait à faire des passes dans le dos, des trucs dans tous les sens. Donc, tu vois, mais encore une fois, s'il faut avoir son opportunité, la NBA, c'est pas que le basket. C'est ça, malheureusement, c'est ça qui est frustrant avec la NBA, c'est que c'est pas que le basket. Le basket, c'est à 40%. Il y a les raisons pourquoi tu vas être sur un terrain, il y en a beaucoup, en fait. Que ce soit ton salaire, que ce soit ta place. Il y a beaucoup de choses, en fait. Le coach, il t'aime pas, ton agent. Il y a énormément de choses, beaucoup de facteurs, tu vois. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas percé, Erwan. Oui, on va ça fait penser 40%, tu penses, de basket. On va dire ça. Moi, ça marchait pour moi en National 1 déjà. Donc, oui, c'est vrai. Donc voilà, mais en fait, c'est dur. Un joueur comme ça, c'est dur. Pour moi, c'est vraiment dur de l'arrêter parce qu'il lit trop bien le jeu. Mais moi, il a des réponses à tout, en fait. Voilà, c'est ça. Mais si moi, tu me demandes vraiment, je vais juste essayer de l'envoyer le plus possible sur sa main gauche. C'est le seul petit truc que tu peux essayer de faire. D'envoyer le plus possible sur sa main gauche. Tu vois, et encore qu'il a son petit truc comme ça, là. Enfin, même pas fait de mais tu sais, il a un teardrop tout le long. Il a 25 ans, il est dans la forme de sa vie. Et puis l'adresse. Les deux, là, en ce moment, sont dans une adresse. Mais la NBA est dans une adresse. Certes. On va parler du Jazz après. Oui, mais là, on va parler après des deuxièmes, troisièmes, des deuxièmes arrières, ailiers, meneurs. Là, on est sur des pivots d'après 2-10 qui sont dans des adresses à mi-distance et à 3 points et qui sont en plus très forts à mi-distance. Qu'est-ce que tu veux faire sur ces mecs-là? Honnêtement, c'est un vrai calvaire. J'espère que ça va durer. Et j'ai hâte de les voir en play-off et de voir quel va être leur plafond. Alors, mais de manière un peu différente, je veux voir si Denver va réussir à refaire une finale de conf et à créer une nouvelle surprise. Et je veux voir si cette fois-ci, Embiid, avec, il y a 2 ans, la frustration d'avoir perdu en 7 matchs face aux futurs champions, et l'année dernière avec les blessures et une saison où ils sont passés au travers, j'ai vraiment hâte de voir ces mecs-là en play-off. Ouais. Mais tu sais, moi, tu parles des pivots qui sont capables de shooter, en fait, mais je me suis toujours demandé, en fait, pourquoi, en fait, c'est pas arrivé avant, en fait. Et en fait, je suis content que maintenant cette ère, elle arrive, parce que moi, je me suis toujours demandé, pourquoi, en fait, un 5 ? Pourquoi automatiquement un 5 ? Parce que moi, j'ai été dans le système, je suis allé en centre de formation, je suis devenu pro, je suis passé par la case espoir, j'ai tout fait, en fait. Et je me dis que, pourquoi, dès le début, on nous met forcément des limites où... Pourtant, t'as toujours les 5 peuvent shooter à 3 points, en fait. Ouais, mais tu sais, je pense à Mehmet Okur, je pense à Brad Miller, il y a toujours eu des mecs. Des mecs capables. C'était en NBA. Oui, mais je prends le haut du panier. Moi, je regarde, c'est normal. Souviens-toi en centre de formation, les postes. Personne ne shoot à les postes 5. Allez, un 4 à la limite. S'il était à droite. Ouais, type Stephen, voilà, qui était un spécialiste. Mais des mecs capables d'en mettre, ou tu étais un spécialiste, ou tu shootais pas. Non, mais ça, c'est vrai que dans la formation des jeunes, aujourd'hui, on demande de tout faire. Avant, on disait, les petits ailiers allaient dribbler, shooter extérieur, les grands allaient s'entraîner près du cercle, on scindait vraiment de groupes. Aujourd'hui, on demande à tout le monde d'être capable de au moins dribbler un peu, de faire des choses, d'être polyvalent. Nous, notre formation à Cholet, elle n'était pas pareille, tu vois. À Cholet, on a Jean-François, il nous faisait faire des moves de garde. Ça m'est arrivé de voir Rudy avec une chaise sur un terrain, prendre et faire passer, alors qu'il est grand, tu vois. Mais en fait, c'est ça, en fait. On a une formation, on nous a toujours montré. C'est pour ça que je me suis dit, mais pourquoi limiter, en fait ? Pourquoi, alors que les grands, ils peuvent shooter ? Et Flip Saunders, et paix à son âme, et Flip Saunders, quand nous, on est arrivé aux Wizards, en fait, t'avais un test à faire. De tir à 3 points. Il limitait aucun big man. Ça veut dire que quand t'arrivais, t'avais un test, et en fait, t'avais un pourcentage à mettre sur 50 tirs. T'avais fait combien, toi ? Moi, j'ai pas passé. Parce que j'étais la première année, je jouais pas beaucoup parce que il m'avait dit que tant que je perdais pas du poids et que je parlais pas anglais, j'avais pas joué. Donc, moi, j'étais là. Non, c'est carré. Mais moi, c'est dur. Mais moi, écoute, moi, j'ai accepté. Et honnêtement, j'ai aucun problème avec lui parce qu'il a été honnête. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus ? C'est clair. Et donc, c'est ça en fait. Donc, mais ce test-là, il fallait le passer. Donc, tu vois, Javal Magui. Tout le monde essayait de passer le test pour shooter, en fait, tu vois. Mais il shoot Magui à 3 points maintenant. Bah oui, moi, quand je vois Valanciunas,
Valanciunas, depuis 2 ans, il shoot à 3 points. Ouais. Et alors qu'avant, il shootait jamais en début de carrière. Ouais, c'est quand même La incroyable. NBA a beaucoup évolué. Ouais, la NBA et le basket, de toute façon, de manière générale, a beaucoup évolué. Justement, on va finir ce débat par la question. En ce moment, vous êtes plutôt Team Embiid ou Team Jokic? Le meilleur des deux. Sur le moment. Après, on sait toujours que Moi, ça je pense marche. qu'on aime les deux tous. On adore les deux. Ouais. Mais je vais Faut faire répondre un moi. choix. Je vais répondre moi sur ce début de saison. Le bilan est certes pour Embiid avec les Sixers. Il sait très bien ce qu'ils font. Et je trouve qu'il s'est reconcentré sur un vrai rôle de leader qui veulent gagner le titre. Et Embiid me rassure et je suis très content de le revoir comme ça. Mais ce que fait Jokic sur ce début de saison, pour moi, est exceptionnel. Donc je vais mettre Jokic. Si je dois voter pour ce début de saison, si on était déjà au All-NBA de fin de saison, je pense aussi que j'irais dans le sens de Nikola Jokic à l'instant T. Maintenant, si je devais baser mon équipe en début de saison, j'avais tous les joueurs et je devais choisir un pivot, j'irais sur Joel Embiid parce que les qualités défensives à un moment donné, dans le très très haut niveau, pourront peut-être limiter Nikola Jokic. Mais bon. On est tous pareils, on les aime énormément tous les deux. Tu viens de dire un truc, c'est vrai que moi demain je suis GM, tu me dis tu veux construire autour d'Embiid ou autour de Jokic, j'irai très logiquement tout de suite vers Embiid. Mais je pense que tout le monde n'est pas d'accord avec ça en vrai. Tu dis quoi toi? Moi je pense que tout le monde ferait ce choix-là. C'est pour ça d'ailleurs que tu peux le voir, ils sont dans la même draft. Et il y a clairement un monde entre les deux. Il y a un qui est 3e, il y a l'autre qui est 40e. Il y a 37 places d'écart. Ils ont fait comme vous l'avez dit. En fait, tout le monde est parti sur Embiid alors que Jokic était dans son coin. Au fur et à mesure, il est monté. Maintenant, aujourd'hui, il est fort, Jokic. C'est une question est vraiment dure à répondre. Ah bah oui, c'est pour ça qu'on la pose. Elle est cool, c'est une bonne question. Honnêtement, elle est vraiment dure. Les deux, parce que j'aime beaucoup les deux en fait. Mais je te demande pas si tu préfères Michael Jordan ou Makanju Massi, sinon c'est trop facile. J'irais Team Embiid. Ok. En tout cas, on est ravis de voir ces deux sur un terrain, c'est vraiment un bonheur. On avait juste un tableau, et j'ai oublié, pardon Tom, quand ils s'affrontent, et c'est assez intéressant, on va finir là-dessus, de voir quand ils s'affrontent un petit peu, parce que là, pour le coup, Embiid peut lui mettre et on voit que l'avantage est un peu sur les points à Nikola Jokic. Ouais, sur les stats. Sur les stats, ouais. Le pourcentage de Embiid est bien cata. Après, il y a eu des hauts et des bas. La dernière fois qu'ils ont joué l'un contre l'autre, c'était en 2019. Donc voilà, mais j'étais en train de regarder justement quand est-ce que était leur prochaine confrontation. Elle sera dans la deuxième partie de saison. Là, aujourd'hui, elle n'est pas encore donnée. On sait qu'on verra un peu plus tard. C'est pour ça que je ne l'avais pas noté, en fait. Mais ça, par contre, cette saison-là, de voir ce duel, on les veut à 100%. Là, ce sera très cool. Parce qu'ils ont chacun envie d'écraser l'autre, on peut l'imaginer. Et on en parlera forcément dans un futur First Day Show. Voilà, on a fait le tour. Dites-nous dans les commentaires, évidemment, si vous êtes plutôt Team Jokic, Team Embiid, et pourquoi, surtout. C'est ce qui nous intéresse le plus. Nous, on va passer au focus, où on va aussi encore parler d'un pivot, notre Frenchie Rudy Gobert, mais il n'est pas tout seul. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! 17 sur 18, ce sont les victoires sur les nombres de matchs, sur les derniers matchs du Jazz. Honnêtement, on peut dire ce qu'on veut, cette équipe, elle est plutôt bien construite. Mais imaginez le Jazz, les gars, en début de saison, être premier de la Ligue avec un bilan de 20 victoires pour 5 défaites, être 4e meilleure attaque de la Ligue, 3e meilleure défense. Honnêtement, moi, j'aurais pas mis un billet dessus. On n'aurait pas mis un billet dessus, non, tu as raison. En fait, cette saison-là, on l'attendait l'année dernière pour le Jazz. Tu te souviens, on se posait la question, vont-ils être capables d'accéder au top 4 à l'avantage du terrain? Parce qu'ils nous ont montré des choses. Mitchell, il faut confirmer en saison régulière. L'année dernière a été un peu compliquée pour plein de raisons, surtout le début de saison. Après, ça avait bien roulé. Là, cette saison, tu as cette sensation quand même que déjà... Tout le monde est là, ils sont à 100%, les mecs. Je pense à Mike Conley notamment, je pense à Bogdanovic. Qui est arrivé avec un an de retard en fait. Qui est arrivé. Non, mais Mike Conley est arrivé avec un an de retard. Heureusement qu'il y a eu la bulle pour le relancer un peu. Mais on est surpris parce que l'ampleur des résultats est quand même complètement ouf. 17 sur 18, c'est un truc de ouf. Mais je suis surtout surpris par la manière de jouer. On en a déjà un peu parlé dans une antenne libre il y a quelques temps avec le rôle de Rudy, le fait qu'il y ait beaucoup de shooters à 3 points. C'est une équipe qui ne court pas énormément, c'est une équipe qui tire énormément à 3 points. Et c'est une équipe surtout qui met dedans de malade. Ils sont à 40% au tir. Donc voilà, moi je suis quand même étonné par la manière de ce Jazz. Il se passe quelque chose au Jazz ou ils sont simplement dans une crise d'adresse? Moi j'attends de voir, c'est ça. Une crise d'adresse. Donc à partir du moment où c'est de l'adresse, tu te bases sur de l'adresse, il y aura des hauts débats en fait. Donc si tu joues bien un peu à San Antonio à l'époque, où ça se passe et ça vit, en fait tu peux pas arrêter ça et ça peut vivre pour toujours en fait. Mais quand tu te bases beaucoup sur l'adresse, tu auras des nuits où tu ne seras pas dedans, tu vois. Donc, c'est ça que j'attends vraiment de voir. Mais en tout cas, c'est très impressionnant ce qui se passe en ce moment. Et même pour Rudy, en fait. Rudy, après, il vient de signer ce gros contrat. Tout le monde... beaucoup de gens pensent qu'il ne mérite pas cet argent. Voilà, beaucoup de gens pensent qu'il mérite.
Tu vois, je fais partie de ceux qui pensent qu'il mérite. Il est En offert, voilà. de toute façon, donc, En tout il cas, tu mérite. files 200 millions à un mec et ton équipe est première de la ligue. Donc voilà, c'est ça en fait. Donc c'est C'est pour pas, lui. c'est pas anodin. Pour lui, en fait, il y a rien. Pour moi, je vois rien de mauvais dans cette situation. C'est parfait pour dans tous les sens du terme. Il y a samedi, ils jouent face aux Bucks, ça va être un très bon test pour eux. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur Donovan Mitchell. Je sais, le Shaq n'y croit pas. Il a signé Percité qu'aujourd'hui, par exemple, il préférait avoir Russell Westbrook plutôt que Donovan Mitchell. On a quand même l'impression que Donovan Mitchell, c'est encore un très jeune joueur. Je crois que c'est sa 4e saison. On parle de maturité depuis tout à l'heure. Et on a l'impression que ce mec-là, il a eu d'ailleurs des excès, mais en tout cas, il est prêt à assumer ce rôle de leadership dans les stats, mais aussi pour emmener les choses, pour emmener son équipe avec lui. Oh la Et vache. c'est vrai qu'en début de saison, je trouvais qu'il était trop dans le hero ball. On l'a dit, dès que son équipe était menée de 10 points, il prenait tous les tirs en première intention et il rendait pas forcément service. J'ai l'impression qu'il a rectifié le tir. On voit ses stats, plus de 50% à 3 points. Je reste persuadé que ça peut pas continuer comme ça. C'est énorme. Mais ce mec-là a quelque chose en lui de différent. Oui, il a quelque chose en lui de D-Wade. On aimait bien le comparer à D-Wade dans ce style un peu chaloupé. Alors beaucoup plus shooter en début de carrière, même si D-Wade a progressé au fil de sa carrière. Mais il a un truc de leadership naturel qu'on a vu sur son rookie de toute manière. On n'imaginait pas que ce gars-là, qui n'était pas un très 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 haut choix de draft, puisse prendre le relais de Gordon Hayward. Il l'a pris directement, il a fait des playoffs fantastiques. Derrière, il fallait digérer un peu tout ça. Ils ont eu des blessures, des méformes, des machins. Là, aujourd'hui, il est dans la forme de sa vie. Dans l'adresse, parce que son style de jeu n'a pas tellement changé. Tu parlais de Aeroball, il prend toujours des tirs difficiles, des step back avec la faute, sauf que là, ça rentre de ouf. Alors, est-ce que ça va perdurer cette saison-là ? Tu l'as dit, 50%, on a du mal à y croire. On parlait de Steph Curry ces derniers jours, on a du mal à croire que les gars puissent tourner à 50%, vu la qualité parfois hasardeuse de leur tentative à 3 points. Mais en tout cas, il est un leader, et un All-Star maintenant. Voilà, affairé, en puissance, dans la conférence Ouest, c'est dire l'exploit. Et donc voilà, il faut qu'ils fassent leur saison comme ça, qu'ils finissent 4e dans la conférence Ouest. Je trouve déjà que c'est, tu vois, un truc que tu check comme ça. Si tu arrives à battre l'une des deux équipes de Los Angeles en playoff, là, c'est le step d'après. J'avais peur, Kevin, que cette équipe du Jazz, qui s'est construite autour d'un socle défensif important, avec Rudy notamment, avec l'arrivée de Donovan Mitchell et ce côté un petit peu fantasque, devienne une équipe d'attaque et au détriment du Jazz et même de Rudy. Et finalement, c'est une équipe qui, certes, en attaque, a progressé, mais qui est restée aussi une équipe forte défensivement. C'était important pour le Jazz de garder quand même ses valeurs premières. Oui, je pense que c'était très important. De toute façon, tu le vois, quand tu as Rudy qui joue à ce niveau-là et qui est meilleur défenseur de la Ligue 2 fois, l'environnement, il joue dans quelque chose. Tu peux pas juste être meilleur défenseur toi tout seul, c'est parce que l'équipe mine de rien. Et tu le vois, comme les mecs qui sont MVP, comme les mecs, comme le rookie, tu as besoin en fait d'une équipe, tu as besoin d'un collectif autour de toi en fait. Et je pense qu'en fait, ça va à l'image. Rudy, c'est le franchise player, ça va à l'image de l'équipe en fait. Ouais, son va, ADN découle sur l'équipe. En fait. On peut pas imaginer le Jazz, et on était un peu l'année dernière justement qu'ils n'étaient pas très haut dans le rating défensif. Parce que si tu fais comme à l'époque, comme Phoenix qui était basé que sur l'attaque, à l'image de sa star, ils auraient jamais donné 200 millions à Rudy en fait, parce que pour eux, Rudy aurait pas été ce qu'ils recherchent. Mais vu qu'ils sont dans ce cadre, on veut être en défense, on veut être une équipe solide. Ça a du sens pour moi qu'ils mettent de l'argent sur Rudy et que Rudy. Voilà. L'année dernière, c'est une équipe où on l'a vu d'ailleurs dans la bulle, qui manquait un peu de profondeur. C'est plus du tout le cas cette année. Avec notamment Joe Ingles, qui est un parfait mec en sortie de banc, qui en plus, dès qu'il manque un gars, que ça soit sur le poste 1, 2, 3, 4, il peut le remplacer dans le 5. Et donc Rudy Brie. Voilà, Rudy Brie. Il y a Jordan Clarkson qui sort du banc, qui est un pétard ambulant, qui lui aussi, c'est dans une crise d'adresse assez incroyable. Et puis surtout, tout ça, je vais mettre énormément de crédit à un coach qui est là depuis longtemps, dont on parle assez peu, c'est Quinn Snyder, qui petit à petit, saison après saison, alors avec... Des fois, il y a des saisons qui marchent mieux que d'autres, mais il met des pièces et même dans les échecs, il arrive à en sortir quelque chose de bon. Là, pour l'instant, ils ont. Coach du mois en plus le mois dernier. Ouais, coach du mois. Voilà, il a clairement cause pour le coach de l'année. Ils ont. Voilà. Ce qui est bien dans cette équipe, c'est qu'ils ont 3 profils, allez 4. Ils ont. L'un des favoris prétendants coach de l'année, Quinn Snyder, t'as raison. Tu as 2 All-Star, All-NBA entre Donovan Mitchell et Rudy Gobert. Tu as le défenseur de l'année favori, on va dire, et tu as le 6e homme de l'année, Jordan Clarkson. C'est bien la preuve que l'équipe va très 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 bien et qu'ils sont en train d'exploiter. Tu vois, tu vois, chacun son tour. Joseph Ruiz qui m'appelle. Merci bon Joseph. timing, bravo. Merci Joseph. Pour moi, c'est balancé. J'ai vu, j'ai regardé, voilà. Et il y a un truc à mettre au crédit de l'équipe collectivement et du coach, c'est donc ils ont un très très haut, l'adresse est très très haute en ce moment, mais ça se traduit aussi par des tirs très ouverts. Ils ont 25% de leurs tirs à 3 points qui sont wide open.
Et donc ça fait quand même un 9 sur 21 au tir, 43% à 3 points. Donc en fait, leurs 3 points dans ce pace très faible, eh ben, cette adresse s'explique parce qu'ils ont des grands tirs, ouverts, parce que collectivement ils se trouvent bien. Ouais, mais je vois Il y a des extra passes, il y a des- Exactement, je vois beaucoup de Donovan Mitchell donc kicker terrible et passer. Et ça, il le fait bien. Mike Conley, je pense qu'aussi, qui cette année est vraiment redevenu le Mike Conley qu'on connaît et qui a enfin l'apport qu'on attendait de lui la saison dernière. Ça change quand même beaucoup de choses, ça stabilise un petit peu et ça calme. Et c'est pas simple. Donovan Mitchell à côté, Bogdanovic QI élevé, Joe Ingles QI très élevé, Royce O'Neal, et oui, forcément, tu peux que bien jouer au basket. Le retour de Favors, ouais, ils exploitent à 100% leur Maintenant, potentiel. ce qu'on va attendre de cette équipe, comme tu le dis, c'est d'avoir un avantage du terrain en play-off et d'arriver en demi-finale de conf. Et là, de tenter un gros coup. Voilà. Parce que ces équipes-là sont condamnées à ça, quelque part. C'est d'arriver là où on les attend en demi-finale de conf. Et à ce moment-là, c'est tenter un exploit de faire tomber un favori pour le titre. Ouais. C'est là qu'on va attendre le Jazz. Mais en tout cas, c'est une équipe qui est vraiment kiffante à regarder cette année. Et d'ailleurs, je vais finir avec cette question. Je le disais dans l'édito, est-ce que c'est une équipe qui aujourd'hui s'est donné le droit de rêver? Oui. Bah, je pense que oui. Ben oui. Si eux ne croient pas, personne ne croit. Moi, je dis toujours Steph Curry avant qu'il soit champion NBA. Personne n'imagine les Warriors comme ça et Steph Curry double MVP sûr, avant qu'il gagne. Souviens-toi. Bien sûr, t'as raison. Après, à voir s'ils ont les capacités d'eux. Mais si eux n'y croient pas, Miami l'année dernière, en début de saison, ils ont dit notre objectif c'est d'aller en finale NBA. Ce qui paraît complètement fou. Et ben ils y sont arrivés. Donc voilà. C'est un très bon exemple. Tout à fait. Merci. Donc voilà, le rêve est permis pour le Jazz. Le rêve est permis aussi pour nous, car c'est le quiz. Et je veux faire enfin tomber Thomas. C'est tout de suite le quiz avec Tom Charavino. Allez, c'est l'heure du quiz. Et c'est de mieux en mieux. Regardez, j'ai un nouveau micro grâce à Polo. New Mic. Voilà. New Mic. J'ai perdu la tête. Depuis que j'ai vu Suzette. On a trouvé une nouvelle comparaison qui est un peu plus là, qui est un peu moins rincose que Danny Briand. C'est Clark Gable. Très bien. Autant n'emporte le vent. Bon, bravo, la classe. Autant pour moi alors. Allez. Excellent. Bon, on était sur une émission sur les big men. Du coup, pour le premier quiz, je suis resté un peu dans le même thème. Alors, le premier truc, c'est une petite énumération. C'est toi qui vas commencer, Kevin. On va faire le top 10 des plus grands joueurs actuellement en NBA. Wow. En taille. En taille. Oh my God. D'où la grandeur. Tu peux commencer. Le top 10 des plus grands joueurs en NBA. Actuel, hein. Actuellement. Ouais, dans la à part, ligue. Après, c'est Erwan. C'est le premier, 2m26. À moi Erwan. Porzingis. Porzi, les deuxièmes, évidemment, 2,24. Boban Marjanovic. Ouais, Qui, lui- troisième, Ah bon? Il est plus petit que Porzingis? 2,24, c'est la même taille. En tout cas, sur... Il fait 2,24 Porzingis, il fait pas 2,21? Vas-y, on peut arrêter avec lui. l'expert. Rudy Gobert. Ah putain. Ouais, huitième. Qui c'est qu'un long steak comme ça? Très grand comme ça. 2,20 et qui? C'est toujours pas trompé, c'est bien. Tony Bradley? Non, c'est perdu. Allez, on enchaîne. Un mec très grand. Très grand, qui a une bonne hype. Oh, attends, je dis rien. Miles Turner. Non, c'est perdu. C'est dur, hein, Un 2,13. dernier, un gars qui a une petite hype alors qu'il joue pas beaucoup. Alors qu'il joue pas beaucoup. Déjà, il y a Whiteside. Il est pas dedans. Non, il Non. n'est pas là-dedans. Oh la vache. C'est dur, hein? Il a Ça a déjà été dit, Il a Tom, dit Paul. Polo. Non, il restait Bol. Ah, Paul. Bol. Bol. Après, j'avais Moses Brown, Luke Cornett, Myers Leonard, Alex Len et Marc Gasol. Vache. Margaz. Pas si simple que C'est ça. qui, Marc Gasol est dixième. Ouais. Non, mais tu vois, Gobert. Très Marc Gasol, il fait quelle taille exactement? 7-1. Ah ouais, 2,15. Ok. Voilà. C'est Ok. vrai qu'il est grand. Oui, il est grand. Whiteside et tout, ils sont pas. C'est dur. Ouais, c'est bizarre. Ouais, Ça c'est va être dur. bizarre, je veux dire, Une c'est. fois, j'ai essayé Petit- de It's strange. Mais Myers Leonard, il est si grand que ça? Myers Leonard, en tout cas, il était dans le top Ok, puisque bah. j'ai regardé. Ouais, bah écoute. Myers Leonard, incroyable. On enchaîne avec un J'ai déjà. Tu connais déjà. Le principe. On y a déjà joué. Oui, J'ai oui, déjà à chaque fois. T'as le droit qu'il y ait une chance. Deux, Kevin. Deux. De Kevin. Ok. Mais sois pas trop gourmand, Kevin. Donc j'ai déjà. J'ai déjà été double All-Star entre 2005 et 2010. J'ai déjà été champion NCAA. Et j'ai déjà été médaillé d'or avec Team USA. Carlos Boozer. Oh oui, ça va très très vite. Bon, Bravo. attends. C'est lui qui a Je fait l'avais le à deux quiz. phrases. Tu sais que Ah oui, il y a deux non. phrases et j'ai pas osé. Double All-Star, tu l'avais là. Bah oui. Sur le double All-Star, Ouais, comment bravo. tu pouvais J'attendais les être trucs sûr. infos, j'attendais Drafté tous les- 35e. Je suis J'ai désolé. joué aux Lakers en 2014. J'ai C'est- déjà été All-NBA sur Team. Bravo. Carlos Et ben, on Boozer. peut enchaîner avec le qui suis-je pour terminer. Bravo, là je suis impressionné. Waouh. Ah, bah là, Je bravo. suis même un peu On fier. n'a pas eu notre chance sur ce coup-là. Bravo, champion. hein, On va voilà. pas- Alors je Félicitations, suis né. félicitations. Ah ouais, bravo. Je Arrête, suis arrête, né. arrête. Ouais. Allez, Je vas-y. suis né, s'il vous plaît. Ah, Kevin, je suis né. Le 12 décembre 1979 à Philadelphie. J'ai donc 41 ans et je ne joue plus en NBA. ah, c'est Kobe.
J'ai fait ma fac aux Hurricanes de Miami, où je resterai 4 saisons, de 98 à 2002. Miami. Pour ma dernière... Ah oui. Désolé. Pour ma dernière année à la fac, j'inscrirai 13 points avec 6 rebonds et 6 passes. Je me présente à la draft 2002. Le Kissish n'a rien à voir avec les big men. Ah, merci. Je me présente à la draft 2002. Je serai sélectionné par les Spurs en 26e position. Mais je serai directement envoyé chez les Sixers, 2002. Peu de minutes lors de ma saison rookie, je prendrai un vrai rôle en sortie de banc l'année suivante, remplaçant Iverson. Quelques fois. Et j'inscrirai presque 6 points pour ma saison sophomore. Finalement, les 2 années suivantes se ressemblent. J'atteindrai les 7 points en 2005-2006, mais jamais je n'aurai réellement ma place dans le 5. Apprécié pour ma polyvalence, je peux jouer 2 et 3. Ce sont les Kings qui me récupèrent en 2006. J'inscrirai 8 points, puis 12 points de moyenne lors de la saison 2007-2008, où je jouerai près d'un match sur 2 dans le 5. Kevin Martin ratant une bonne partie de la saison. J'ai envie de lâcher un blaze. Vas-y. Lâche le blaze. John Salmons, mais c'est exceptionnel aujourd'hui. Bah, attends, mais Il est frère. exceptionnel aujourd'hui. Ça me fout la haine. John Salmons. Ouais, faut qu'il arrête de bravo. faire du plus. Putain, Ok, d'accord, c'est je te terrible rappelle. quoi. Je vais me faire C'est botter le n'importe cul toute quoi. l'année. C'est quoi ça? Allez, il était incroyable. Tu sais ce qu'on va faire? On va se refaire des qui suis-je la semaine au bureau parce que là, Il va on joue. s'entraîner, Ah, parce que là, je suis obligé de m'entraîner. Ah non, Je mais là- vais pas prendre cul rouge Mais ça, c'était chaud. Je vais pas prendre cul rouge toute moi. Incroyable, bravo. Thomas. Mais là, faut savoir reconnaître. Pas grand chose à dire. T'es un bon bâtard, mais bravo. Allez, désolé les gars. Bon, bah écoute, les semaines passent et se ressemblent, Kevin, j'ai l'impression. Bon, en tout cas, c'était toujours un plaisir de t'avoir. Ah ouais, On se c'est retrouve grave. dans quelques semaines pour revenir dans le First des Shows. Merci Tom, merci Thomas. Dans les commentaires, il y a ma maman qui est là cette semaine. Ouais. Attends, alors vous mettez force pour Doumé et Lajo. N'oubliez pas, Doumé et Lajo. On met des pouces, on met des pouces c'est pour beau, Doumé c'est beau, et Lajo. Allez, merci à tous de nous suivre. On dirait se un film de retrouve- Marcel Pagnol. Exactement, Enfin, un film, il y a un peu de ça, c'est les gens de Marseille. Voilà. Bisous à Doumé et Lajo. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau First des Shows. Merci Kevin, Merci, merci à Kevin. tous. Merci à Paul Non, Henrique, non. merci à Jérémy. Ciao, ciao. Merci à tous.